Au carrefour du Vendômois, de la Touraine et du Maine, au cœur de cette terre vinicole qu'est la vallée du Loir, se dresse le château de Poncé. Grande bâtisse en pierre de tuffeau, il est séparé du village par une falaise sur laquelle l'homme a dressé une énigmatique terrasse en briquettes. Mais que serait le château de Poncé sans ses jardins ? Jardin à la française, jardin à l'italienne, et son charmille, allée ombragée qui respecte son tracé original du XVIe siècle. Je vous propose donc d'explorer ces jardins en compagnie de Guy de Malherbe, artiste peintre et châtelain. Guy de Malherbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux propriétaire du château de Poncé et là nous sommes en train de nous balader dans les magnifiques jardins dits à la française. Pourquoi à la française ? Eh bien, en fait, c'est tout à fait des jardins qui sont très structurés, qui privilégient une sorte d'architecture, une structure géométrique très, très voulue. On assagit la nature, on l'organise comme une architecture et comme une sorte d'idéal, une sorte de perfection. C'est vraiment... c'est pas du tout un regard sur la nature comme la nature est belle, c'est la nature arrangée par l'homme qui est belle. Donc il y a une sorte d'harmonie de l'action de l'homme sur la nature qui est évidemment très différente du regard qu'on porte aujourd'hui sur la nature. Nous venons de passer un petit panneau écrit labyrinthe. On peut se perdre dans les jardins de Poncé ? Alors on peut se perdre agréablement dans le labyrinthe de Charmille qui est fait pour ça, qui est fait pour être une sorte de dédale, un lieu de promenade, mais aussi un lieu d'imaginaire et un lieu de jeu. Quel genre de jeu ? On voit que les haies par contre sont assez basses, c'est voulu, tout est structuré ? Alors la première partie dans laquelle nous marchons maintenant, c'est la partie basse, effectivement, avec des buis que nous essayons de protéger contre la pyrale et contre les champignons, ce qui est une lutte attentive et permanente. Donc cette année d'ailleurs, on a choisi de les laisser croître un peu plus, de les tailler moins serrés pour qu'ils reprennent un peu de vigueur. Et ensuite, au bout de cette première partie basse, on entre effectivement dans le labyrinthe de Charmille proprement dit, qui lui est fait de buissons hauts, de charmes assez hauts. Là, nous sommes donc à l'entrée du labyrinthe de Charmille, nous sommes devant une arche, on se croirait presque à l'époque des druides, il y a quelque chose de mythique, là c'est très fourni. Oui, absolument, il faut que ce soit mystérieux. Donc on s'efforce de tailler, mais de garder de l'ombre, de garder du mystère. Là, effectivement, nous sommes à l'ombre, il fait déjà beaucoup plus frais, on a l'impression d'être en forêt. Oui, c'est ça, les charmes, en fait, ils donnent un feuillage assez dense. Et effectivement, le labyrinthe de Charmille offre plusieurs passages abrités du soleil et assez mystérieux, avec cependant des jeux de rayons de soleil à travers les feuillages qui sont très enchanteurs. Alors au fond, il y a un platane. Ce platane est multicentenaire. Il est absolument exceptionnel par sa taille. En effet, au centre des labyrinthes, à la Renaissance notamment, on aimait placer un arbre exotique. Et au moment de la création du jardin de Poncé, donc au XVIe siècle, le platane vient d'être introduit en Europe. Il y a un platane d'Amérique, un platane d'Orient. Un des introducteurs d'ailleurs du platane en Europe, c'est Pierre Belon, natif du Mans. Pierre Belon, grand botaniste du XVIe siècle, qui a donné son nom au Jardin des plantes du Mans. Et donc on pourrait se plaire à penser c'est lui qui a influencé la plantation d'un platane dans la Charmille de Poncé. L'actuel platane étant un hybride, il doit être du XVIIIe siècle. Et il est immense. Donc le labyrinthe de Charmille fait partie des jardins dits à la française ? Oui, absolument. Oui, c'est ça. Mais enfin, il y a une influence italienne. Vous savez, à la française, je ne sais pas de quand d'ailleurs date cette expression. C'est une expression qui est utilisée plutôt en opposition aux parcs à l'anglaise, qui sont des parcs plus proches d'ailleurs d'une conception orientale, c'est-à-dire un peu chinoise ou japonaise, où les limites d'une zone à une autre sont beaucoup plus floues, indéfinies, et où il y a une espèce d'entrelacs comme ça, de l'eau, des buissons, des arbres, des ombres et des lumières, des fleurs, d'une façon plus proche de la nature. Ça reste une nature organisée, mais moins géométrique que les jardins dits à la française. Les jardins à la française sont aussi en opposition aux jardins dits à l'italienne. Là, on ne parle pas de football, on parle de jardin. Quelle est la différence entre les deux ? Alors ici, nous avons un petit jardin à l'italienne. C'est un jardin où il y a une forte présence du minéral. C'est-à-dire que là, pour le coup, le dialogue architecture et végétal est très forte. Et en effet, c'est un jeu entre
la nature, le végétal, les fleurs, les plantes et des petits murets de briques et de moellons. C'est du lavande qu'on voit là? Oui, absolument. Le long du mur, donc il y a des beaux murs qui soutiennent les terrasses anciennes, sur lesquelles il y a un beau mail de tilleul. Et au pied de ces murs, nous avons des massifs de lavande. Alors se succèdent en différentes saisons, évidemment les iris en premier, et puis ensuite les lavandes en ce moment, et puis des dahlias qui vont pousser également, et puis il y a quelques gros rosiers au bout. Nous sommes donc juste à côté, on le disait, du château de Poncé, château inspiré par la Renaissance. La lavande, c'est pour donner un petit côté méditerranéen peut-être? Oui, la lavande, c'est une merveilleuse plante qui à la fois embaume et offre cette merveilleuse couleur. Et elle vient très très bien ici, au pied de ce mur où elle reçoit tout le soleil dont elle a besoin. Avant de faire le tour du château, là en face de nous, on a des voûtes, c'est ça? Ici, c'est une sorte de patio avec ce bel hydrangea blanc. Hein. C'est moi ou je vois une chèvre juste au-dessus? Oui, absolument. Il y a une chèvre et un bouc qui ont élu domicile sous nos arbres dans les bois, mais on ne sait pas très bien d'où ils sont venus. Ils se sont échappés de quelque part. Ils ont élu domicile ici. Donc là, nous sommes directement dans une galerie. Voilà, on arrive par une petite galerie qui passe sous le château, une jolie galerie qui est un peu comme un petit cloître. Et là, on découvre ce petit jardin à l'italienne qui est un carré pavé avec des pavés et des briques et plusieurs parterres dans lesquels il y a une variété de plantes persistantes comme des lauriers taillés, un laurier du Portugal assez généreux qui offre une jolie ombre, également des orangers du Mexique, et puis en saison il y a une succession de fleurs entre les goras, les géraniums vivaces, et puis au centre vous avez une jolie petite fontaine. Le tout a été dessiné par monsieur Flandrin, gendre du docteur Latron qui avait sauvé Poncé dans les années 20 et 30, et Flandrin a certainement, qui est de la famille des grands peintres et architectes Flandrin, lui-même était architecte et sans doute influencé par un dessinateur de jardin qui s'appelait Le Forestier. Je confirme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup plus minéral avec cette petite cour pavée par rapport au jardin à la française. On se croirait presque là, puisqu'on voyage dans les jardins de Poncé en quelques dizaines, centaines de mètres, on se croirait un peu dans la Rome antique. Oui, c'est ça, absolument. C'est une espèce d'écho aux constructions antiques italiennes. Mais comme modernisé, il y a quand même cet esprit des années 30 qui est bien perceptible dans ce goût de la géométrie. Et pour planter la lavande, des orangers, ça demande quand même de la chaleur. Oui, mais ici nous sommes en Vendômois, dans la vallée du Loir, c'est une vallée où il y a du vin, ça annonce la Touraine, et c'est une vallée où il a toujours fait plus chaud que dans le reste du département de la Sarthe, en tout cas, puisqu'on est vraiment au sud du département, et c'est une vallée qui s'apparente effectivement à la Touraine, à l'Anjou, et oui, n'oublions pas que c'est le jardin de la France. Il fait chaud, est-ce qu'on peut boire l'eau de la fontaine? Non, moi je ne le recommande pas, c'est l'eau du puits. Elle fait un joli bruit? Oui, elle fait un joli bruit, et c'est un cycle naturel, je dirais que c'est l'eau du Loir qui retourne au Loir en passant par la fontaine du jardin. Et la fontaine du jardin, on se retourne et là on voit, franchement, c'est assez imposant, c'est assez énigmatique même. Il y a une falaise déjà, et là on voit un énorme mur en briques rouges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ces falaises sont les falaises typiques de la vallée du Loir et de la vallée de la Loire également, hein, et souvent percées d'habitations troglodytes et de galeries parfois très profondes, d'où on extrayait la fameuse pierre de tuffeau. Et en effet, cette falaise, elle a tendance à s'effriter et parfois à s'écrouler, donc sans doute que vers 1830, le propriétaire de l'époque, monsieur de Nonan, a décidé de faire édifier cette grande paroi, cette grande muraille de briques et de pierres, mais il en a profité pour faire une immense folie architecturale néo-gothique. Donc c'est vraiment le Gothic Revival, moment où Prosper Mérimée, Victor Hugo, Viollet-le-Duc remettent au goût du jour ce style du Moyen-Âge qui avait été un peu oublié, qu'on ne voulait pas regarder parce qu'on le trouvait souvent trop pittoresque, trop particulier. Le style gothique, c'est quand même Notre-Dame version entre guillemets contemporaine. Absolument, et d'ailleurs le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo est publié en 1831 et cet édifice est de 1830. C'est vous dire à quel point on est dans ce moment du Gothic Revival qui se décline aussi dans la peinture de Delacroix et d'Ingres,
s'intègre dans la littérature de Walter Scott, le goût pour Shakespeare, etc. Enfin donc un goût du Moyen-Âge avec tout le pittoresque qui y est attaché. Petit aparté, une raison à la terrasse Caroline? Oui, c'était le nom de l'épouse d'Amédée de Nonan qui l'a fait construire. Donc cette terrasse Caroline, elle a été construite à l'époque romantique. Et à ce moment-là, on rêve de revenir au Moyen-Âge, on rêve de revenir à l'Antiquité. Ça explique les différentes influences en espace aussi petit. Oui, oui, absolument. Et certainement, Monsieur de Nonan était très branché, on pourrait dire. Selon l'époque, donc il est, on dira, à la mode. Oui, absolument. Est-ce qu'il reste quelque chose à voir? Vous avez encore le pigeonnier qui est absolument magnifique ici. Le pigeonnier qui a encore son système d'échelle et qui est un très grand pigeonnier qui atteste de l'importance des terres qui étaient autrefois attachées à Poncé. Allons voir le pigeonnier? Oui. Et nous voici donc dans le pigeonnier du château de Poncé. Combien de... Les boulins, il y en a plus de 1000. Donc c'est comme il y avait une limitation du nombre de pigeons en fonction de l'étendue des terres, ça montre que effectivement le domaine était très important. Et pourquoi est-ce qu'on élevait les pigeons? Bien sûr, on devait en manger de temps en temps, mais c'était essentiellement pour l'engrais. Les crottes de pigeons étaient un fumier parfait pour obtenir de bons rendements, ce qui était si important à l'époque. C'était rentable parce qu'il fallait quand même nourrir tous ces oiseaux. Oui, bien sûr, ils se nourrissaient d'eux-mêmes dans la nature. Et justement, ils étaient des concurrents redoutables pour les moissons, mais en même temps, ils favorisaient les cultures grâce aux engrais qu'on pouvait épandre. Et si on finissait juste devant le château? Oui, avec plaisir. On reconnaît là dans les jardins à l'italienne, on voit toujours cette symétrie parfaite? Oui, enfin, il y a beaucoup de fantaisie, et puis évidemment, jardin italienne, si on visite l'Italie, on a évidemment une profusion et une variété immense. Donc c'est vraiment une appellation un peu symbolique pour décrire ce jardin où le minéral a sa place en dialogue avec le végétal. Guy de Malherbe, donc pour finir notre petite balade, nous avons la fameuse terrasse Caroline à gauche, et là, nous sommes au pied du château, immense bâtisse. On sent quand même la proximité avec la vallée de la Loire. Nous sommes au cœur de la vallée du Loire. Vous savez pourquoi je dis ça? Forcément, c'est la pierre de Tuffeau. Oui, la pierre de Tuffeau, bien sûr, et le toit d'ardoise. Et puis, évidemment, cette influence de l'architecture renaissante qui s'est beaucoup exprimée dans la vallée de la Loire et ici dans la vallée du Loire. On trouve évidemment les exemples de la Poissonnière où il y a des restaurations Renaissance dans un manoir plutôt antérieur, et puis ici à Poncé, et bien sûr au château du Lude. Est-ce que c'est ouvert aux visites à la fois le château et les jardins de Poncé? Oui, absolument. Là, à partir de maintenant, nous sommes ouverts du mercredi au dimanche, et puis à nouveau les week-ends de septembre jusqu'au week-end du patrimoine. Voilà, de 10h à midi et de 14h à 18h. Et dans le château, vous visitez essentiellement l'escalier Renaissance, qui est tout à fait exceptionnel, avec là aussi beaucoup d'une présence végétale et des transformations un peu à la manière des métamorphoses de vide, d'animaux fantastiques, de l'héraldique bien sûr, les blasons de la famille de Chambray et les travaux d'Hercule, pour ne citer que quelques aspects de cet escalier foisonnant. Merci Guy de Malherbe de nous avoir fait voyager dans le temps et dans l'espace, le tout depuis les jardins de Poncé sur le Loire, ici en Sarthe. Merci à vous.